Donc le truc est super bien calculé et derrière en fait ce qu'on arrive à comprendre c'est que le Bitcoin aujourd'hui fondamentalement qu'est-ce que ça vaut? L'électricité. C'est ça la valeur fondamentale qu'elle a. Je voulais lui faire un cadeau, il habite en Iran. Le seul moyen pour envoyer de l'argent à mon père c'était des bitcoins. Et du coup c'est là où je me suis dit oula, il y a peut-être quelque chose à vraiment étudier un peu plus en profond. Au lieu de donner ces données gratuitement à des grosses compagnies américaines ou autres, tu donnes ça à la blockchain, mais au moins tu es récompensé. Comme je redis, il y a 3 asset classes ou 3 visions qui pour moi je vois pas que ça peut pas s'enlever. C'est l'AI, la robotique, la crypto et quand même la biopharma. Parce qu'il y a un moment où la pharma, tu as quand même besoin d'être en mode santé. La différence avec la crypto, c'est comme je dis, il y a énormément de penny stock qui vont aller à zéro. Et ça, c'est 90% des cryptos qui vont aller à zéro. Mais de ne pas regarder les autres cryptos, c'est comme dire, en 2017, Bitcoin, ça sert à rien. Et le Bitcoin, en 2017, il était à 1000 balles. Donc, tu aurais fait ton 100x. Bienvenue dans Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour bien faire fructifier votre épargne et gérer son patrimoine. Aujourd'hui, masterclass crypto-monnaie. On va faire un tour d'horizon complet de la crypto, de comment bien investir, des risques, des tips, de tout ce qu'il faut savoir avant d'investir en crypto. Et pour parler de ça, aujourd'hui, je suis avec Cyrus Fazel, fondateur et dirigeant de Swissborg, donc un échange de crypto-monnaie, mais plus que ça, même une plateforme de gestion de patrimoine en crypto. Salut Cyrus. Salut Mathieu, comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter peut-être un peu ton parcours et ton lien avec les cryptos? Ouais. Je pense que dans mon parcours, c'est toute ma vie, j'ai essayé d'aider le système financier un peu. Depuis que je suis gosse, parce que je viens d'une famille qui avait beaucoup de fortune, mais qui ont tout perdu avant que je sois né. Et puis j'ai un peu cette volonté de vouloir un peu devenir indépendant financier. C'était un peu le but que j'ai toujours voulu avoir. Comment ils ont tout perdu, pardon? C'était des Iraniens suisses. Et puis pendant la révolution iranienne, c'est devenu réfugiés politiques et économiques et ainsi de suite. Donc ils ont vraiment tout perdu. Pas seulement leur maison et leur compte en banque, mais aussi leur statut. Et j'étais un peu cet enfant de ce mariage qui était de dire comment on fait maintenant pour tout regagner, quoi. Okay. Donc j'ai grandi un peu aux États-Unis, après en France. Et puis l'idée, c'était toujours un peu de comment t'arriver à hacker, à trouver les bonnes solutions à travers le peer-to-peer download jusqu'à les petits boulots à droite à gauche. Et ensuite, quand j'ai fini l'école de commerce, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de faire de l'argent? C'est de travailler dans la banque. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière, c'est en banque. Dans la finance, ouais. Traditionnelle, ouais. Ok. Et quand est-ce que tu as connu les cryptos? Quand est-ce que tu as mis un pied dans le monde des cryptos? Donc, j'ai commencé en banque et je me suis dit, c'est cool, gestion de fortune, avec des comptes corporate, mais des comptes aussi de clients très fortunés, finalement, surtout. Et c'était sympa, mais j'avais vu quand même qu'il y avait une classe d'actifs qui était encore plus excitante et des gestionnaires qui étaient encore plus redoutables que ce que je voyais en banque. Et ça, c'était les hedge funds. À l'époque, il y avait chez Jusberg, il y avait GAM. GAM, c'était une société qui a investi dans les hedge funds et qui créait des hedge funds eux-mêmes. Et je me suis dit, ça a l'air super cool. Et en 2008, où j'ai perdu quasiment tout mon argent sur la bourse, même si je n'avais pas grand-chose, parce que c'était le plus gros crack, j'ai vu justement ces hedge funds qu'eux, ils ont commencé il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop perdu et d'autres qui ont fait énormément d'argent. Et à ce moment-là, c'était des fonds en fait, qui s'appelaient les CTA, des fonds de gestion quantitative, de fonds de futur. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille là-dedans. Et voilà, entre 2009 jusqu'à 2015, j'ai travaillé dans différents fonds quantitatifs traditionnels. Et là, je me suis dit, c'est génial, tout est géré par l'IA, pardon, tout est systématisé, et ainsi de suite. C'était cool. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré le Bitcoin, ou le Bitcoin m'a rencontré, ou elle m'a rencontré. Comment tu as rencontré le Bitcoin? J'ai vu plein de fois. Dans un resto? Ouais. Mais je l'ai vu plusieurs fois en fait. En Suisse, on en parlait pas mal. À Genève, on en parlait pas mal. C'était quand même une conversation que tu avais. Et c'était jamais des gens qui, moi, je regardais de haut. C'était un peu des gars que je regardais de côté ou de haut moi-même. Et c'était un peu le problème que j'avais avec le Bitcoin au départ, parce que je voyais pas vraiment. Je comprenais plus ou moins, mais j'avais pas vraiment. Voilà. Puis quand je l'ai vu monter à $1000, je me suis un peu senti bête. C'était à $100, c'est monté à $1000. Je crois que c'était en 2013. J'ai dit, peut-être ça valait quelque chose. Après, je l'ai revu redescendre du coup à 250. Je dis, j'avais complètement raison. Et c'est bien plus tard en fait. C'est seulement en 2016 où c'était le 70e anniversaire de mon père. Et je voulais lui faire un cadeau. Il habite en Iran.
et le seul moyen pour envoyer de l'argent à mon père, bah, c'était des bitcoins. Donc j'ai envoyé un peu de bitcoin, je sais pas, l'équivalence de peut-être de 500 balles et du coup, bah, c'est là où je me suis dit: «Ouh là, il y a peut-être quelque chose à vraiment étudier un peu plus en profond» et c'est là où je me suis dit: «Mais attends, le bitcoin, il y a pas d'odeur, il y a pas de limitation, il y a pas de frontières, il y a pas de politique derrière. C'est quelque chose qui est très, très, très pur comme technologie et en plus, c'est quelque chose qui maintenant qui s'adosse à vraiment à de l'énergie. Il y a un fondamental derrière. C'est pas juste, un prix basé sur rien. Il y a tout ce côté mineur que j'ai commencé à comprendre et petit à petit, là, je me suis dit: «Attends, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus que le bitcoin?» Là, j'ai fait une vraie investigation. Je suis allé à Crypto Valley qu'on appelle aujourd'hui, Zurich, un peu de partout en Suisse où il y avait déjà pas mal de gens de la communauté de crypto et là, j'ai eu énormément de anciens gérants d'hedge funds, des anciens banquiers, donc des gens qui avaient plus mon profil, avec mon âge, ainsi de suite. Je me suis dit: «Ah, si eux, ils sont allés là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose en plus à gratter» et plus je grattais, plus je me disais: «OK, bon, en fait, c'est l'asset class qui me plaît le plus». OK, et pourquoi du coup monter, Swissborg? Il y avait d'autres, échanges à ce moment-là, je pense, qui existaient? Oui et non, pas beaucoup. Ouais, pas En beaucoup? tout cas, il y avait pas beaucoup qui permettaient à monsieur tout le monde et OK. je pense que ça a toujours été là où pourquoi je suis parti de la finance traditionnelle. J'étais toujours en train de m'occuper que de quelques, clients fortunés et en fait, moi, c'était la masse qui m'intéressait et je trouvais que même en 2017, les échanges ou les plateformes, c'était ultra complexe, quoi. L'expérience utilisateur était catastrophique, on ne pouvait jamais envoyer en euros, on ne pouvait jamais en francs suisses. Tous ces monnaies locales, c'était très complexe. Tout était fait pour, encore une fois, une petite niche de personnes, alors pas forcément les fortunés, mais les geeks en général Mmh. ou les gens qui comprenaient en moi, donc je me suis dit: «Attends, ça fait pas de sens». Là, on peut arriver à une adoption de masse. Comment on peut faire? Bah, c'est en créant quelque chose de nouveau, ouais. OK. D'où Swissborg, et alors ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est votre ADN aussi un peu gestion de patrimoine. Ouais, Donc ça vient aussi du fait que tu sois, de la finance traditionnelle au départ, c'est ça? ouais, merci beaucoup de dire ça. Bah, justement, la gestion patrimoine, c'est aussi ce qui manquait, en fait, parce que comme tu le sais, bah, investir, c'est complexe. Il y a énormément de facteurs qui font que, bah, il y a beaucoup de solutions qui peuvent te faire manger un mur et sortir tout d'un coup et d'acheter au plus haut et vendre au plus bas. Ça arrive un peu à tout le monde, en tout cas, sur ses premiers investissements et l'idée, c'était justement d'essayer de voir ce que l'on avait appris dans le monde de la finance traditionnelle, gestion de patrimoine, gestion de fortune et hedge fund, peut-être comment on pourrait l'impliquer à travers, en fait, Swissborg, à travers aussi une communauté soudée aussi. Ça, c'était très, très important. Aujourd'hui, tu as une communauté soudée parce que tu prends ton temps pour expliquer et déjà de vraiment de simplifier, je pense, l'éducation, financière. Je pense qu'on avait un peu cette même idée aussi, c'était comment de aider les gens à dire: «Bon, bah, fais le pas, tu vas prendre des risques, clairs, mais si tu le fais bien, comme dans n'importe quel sport, bah, il va y avoir un moment, en fait, tu vas commencer à prendre du plaisir et puis des moments où tu vas pas prendre de plaisir, mais sur le moyen long terme, tu peux potentiellement devenir indépendant financièrement et vraiment de changer, complètement de vie» et c'était ça le plus grand but de Swissborg, ouais. Je te propose qu'on rentre, dans le vif du sujet, donc Ouais. qu'on parle vraiment, crypto. Une question là que j'ai envie de te poser directement, tu as commencé à l'aborder un peu. Pourquoi Bitcoin, ça a un prix aujourd'hui? Pourquoi Ouais, ça vaut quelque chose? je pense que le bitcoin derrière qu'il y a eu, c'est si on parle de la philosophie derrière, elle est vraiment pure. Elle a été créée en fin des subprimes, donc pour ceux qui se rappellent, ce qui était une des pures crises de l'histoire, de plus grosses, manque de confiance dans les banques centraux, les banques, privées et ainsi de suite. Et donc comment recréer une monnaie ou un monde qui est complètement beaucoup plus pur. Je pense que ça, c'est la première des choses et quand tu lis le papier blanc du bitcoin, tu te rends compte quelque chose qui est assez bien fait. Il y a quand même un jargon qui est assez simple, donc on prend le changement sociétal et on se rend compte enfin que l'argent peut devenir un code et non pas juste un libre arbitre de dire: «Je monte les taux, je descends les taux». Non, on crée 21 millions. Il y a un système de mining qui est derrière et c'est ça qui commence à se dire: «OK, bon, le truc, il y a une belle cause, il y a un truc pour la communauté et il y a un système de code qui est encore plus logique et un système de minage qui est complètement décentralisé. Avec une offre limitée à 21 millions d'unités de Bitcoin? Voilà, qui crée finalement sa rareté, mais aussi un mécanisme qui est de faire plusieurs cycles de 4 ans, parce que chaque 4 ans, en fait, le nombre de bitcoins qui fait par transaction qui est donné aux mineurs, donc qui est donné à tout le réseau, qui peut être n'importe quelle personne au monde qui peut miner,
ben, il est divisé par 2, donc à chaque 4 ans. Donc il est fait de façon d'augmenter parce que les mineurs doivent finalement, bah, miner du bitcoin, ce qui est logique. Donc il y a aussi ce raisonnement de cycle qui est très similaire au cycle des taux, quoi, en fait, si tu regardes sur les 4 ans. C'est très souvent que c'est tous les 4 ans qu'il y a finalement un sorte de mini-cycle. Donc le truc est super bien calculé et derrière, en fait, ce qu'on arrive à comprendre, c'est que le bitcoin aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce que ça vaut? Bah, l'électricité, de façon la plus efficiente. Parce que le bitcoin peut seulement être miné, au plus bas prix pour que le bitcoin, finalement arrive à avoir un prix. Donc c'est le bitcoin est l'unité de l'énergie, en fait. Donc c'est une monnaie qui est backée pas seulement par une communauté qui est décentralisée, qui est pure en soi, mais par rapport, en fait, aux grilles d'électricité partout dans le monde, en fait. Et c'est ça la valeur fondamentale qu'il y a derrière. OK, ça c'est un petit peu la valeur sous-jacente, mais après ce qui fait vraiment le prix au final, c'est aussi, l'offre et la demande, l'engouement, Complètement, ce oui. que dit Trump ou Elon Musk sur le sujet, et Complètement. cetera. À quoi ça sert aujourd'hui, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, Ouais. même les autres? C'est quoi les applications, concrètes des cryptos aujourd'hui? Je pense que ce qui est super important pour tout le monde de comprendre, c'est que tu as les crypto-monnaies qui étaient la base et les cryptos-actifs. Et il faut vraiment, comprendre la différence. À la base, bah, tu remplaçais quoi? C'est le dollar, OK? Ce qui est logique. Le dollar 2007, genre redit, subprime, plus grosse manque de crise entre les banques, la monnaie elle-même et aujourd'hui le dollar, on sait que c'est quand même une sorte de Ponzi, que personne n'en parle, mais c'est quand même bizarre et ainsi de suite. On voit que le dollar, en fait, il y a une dédollarisation de la société, on le voit. Il y a une inflation qui est énorme. Donc là, le but, au départ, c'est: «OK, je crée une crypto-monnaie qui va permettre de remplacer le dollar». Il y en a plein. Aujourd'hui, les sérieuses, pardon, celles que moi je pense qui sont sérieuses, il y a le bitcoin, ce qui est clair. Heu, moi j'aime bien quand même Dodge parce que c'est quand même drôle, après c'est pas sérieux. Tu as potentiellement XRP. Donc eux, c'était puis il y en a eu plein d'autres, Litecoin, tout ça, mais bon, Dash, tout ça, Monero, Zcash. Il y en a eu plein, mais je pense pas qu'ils ont un avenir. En tout cas, le but, c'était juste de recréer une monnaie qui est encore une fois, qui est basée sur la décentralisation, sur des maths et du code et avoir une logique derrière. Maintenant, entre toi et moi, est-ce que j'achète des trucs avec du Bitcoin? Pas tellement, Ouais. hein, et il y a des protocoles pour permettre à envoyer beaucoup de mini bitcoin, donc du satoshi, c'est un fragment de bitcoin, mais je suis pas sûr que ça va devenir une monnaie. Peut-être ça le deviendra, on ne saura jamais. Mais par contre, tu peux faire plein de trucs avec le bitcoin, qui aujourd'hui, te permet de comme n'importe quelle action, de collatériser, faire des emprunts, ainsi de suite. Ouais, tu plein de services financiers autour du bitcoin, Complètement. la finance décentralisée, la C'est sûr. DeFi, et Ouais, cetera. exactement. Mais sinon, en soi, la monnaie, enfin bitcoin comme une monnaie, en tout cas, dans des pays, on va dire, comme, enfin occidentaux, comme en Europe ou aux États-Unis, c'est vrai que, bah, si c'est une monnaie qui est volatile, qui a, des certains frais et puis, c'est tellement facile aujourd'hui Ouais. de payer, avec des virements et cetera, en tout cas, comme une monnaie, ça a pas l'usage, Pas autant qu'on voudrait en tout cas, du aujourd'hui, ouais, ça c'est certain. En revanche, plein de pays comme l'Iran, c'est ça. l'Argentine, le Kazakhstan, bref, 50 70 de tous les pays dans le monde qui sont des pays assez complexes, bah, honnêtement, c'est mieux de tenir du bitcoin que du dollar et il y en a énormément de pays qui le font, quoi et ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui parce que, bah, tu es au Liban, tu mets ton argent dans une banque. Une chance sur 9 que de une pardon, 9 chances sur 10 que, bah, cette banque elle n'existera plus dans quelques mois, quoi. Tu as quand même l'utilité dedans, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est, ce que Trump a dit, mais d'autres présidents, ainsi de suite, ils vont l'adosser à comme de l'or et je pense que ça, c'est devenu l'or digital parce que finalement l'or, à quoi ça sert? Ben, difficile, allez, peut-être quelques pourcentages sert pour les bijoux, un tout petit peu pour l'électronique. Mais en soi, L'industrie un peu, l'or, ouais, c'est ça. ça sert strictement à rien, c'est juste un hedge contre le marché et le bitcoin est devenu un hedge contre le marché. Larry Fink, tout le monde est en train de parler et on le voit que c'est un hedge, il est pas toujours corrélé au marché financier, hein. Déjà, il est faiblement corrélé. À part le bitcoin, quelles sont les applications, l'utilité des autres cryptos? Après le bitcoin, en tout cas, moi, où j'ai eu le moment de: «Ah, je kiffe, je suis tout abonné pour aller là-dedans», c'était pas le bitcoin, hein, quand on se rappelle. Le bitcoin m'a ouvert et c'est un peu, j'étais toujours dans les religions monothéistes, bitcoin, c'est Abraham, donc bah, c'est lui qui a écrit, le Vieux Testament, mais après il y a plein d'autres religions par-dessus et la vraie religion qui a vraiment commencé à faire vibrer, mon cœur personnellement et je pense plusieurs autres, c'est cette vision de Web 3 et la Web 1, c'est tu lis. La Web 2, tu écris et tu partages. Donc, Web 1, c'est juste le site internet. Web 2, c'est Facebook.
Web3, c'est comment tu deviens actionnaire dans un sens d'une plateforme, comment ta data devient ta propre data personnelle, comment tu arrives à t'enrichir avec ces plateformes. On le voit un peu, par exemple, avec OnlyFans. C'est une plateforme dans laquelle tu crées du contenu, tu gagnes beaucoup d'argent quand même sur OnlyFans, que par exemple sur Google, YouTube nous paye, mais il ne paye pas énormément finalement. Et avant d'arriver sur les applications, je fais un petit retour en arrière. Tu as toutes les blockchains. Et les blockchains, c'est la même chose qu'Internet. Il faut voir ça comme ça. Internet, on a un seul protocole. Le Web3, comme c'est beaucoup plus complexe, il y en a plein. Et le numéro un à la base, c'était Ethereum, qui reste pour moi encore le numéro un, donc la reine. Et il y a plein d'autres blockchains. Et chaque blockchain, c'est un Internet dans lequel on peut construire des applications par-dessus. Elle a un business model qui est très simple. À chaque fois que tu crées une application, tu crées une transaction dessus, elle a aussi un système de validation. En général, ces validations, ce n'est pas du mining, c'est proof of stake. Donc, c'est comment tu arrives à locker des tokens, donc mettre des tokens, et ça te permet de recevoir des dividendes. Et après, il y a les applications. C'est seulement après qu'il y a les applications. Et du coup, donc, les payment tokens, les jetons de paiement, pardon, les blockchains, et puis maintenant les applications. Et quelles sont les applications qui sont finalement utilisées sur ces différentes blockchains? Tu as un exemple d'application très utilisée typiquement que les gens pourraient comprendre pour illustrer? Ouais, alors là, chaque cycle, donc on est au 4e cycle plus ou moins aujourd'hui, ils sont tous les 4 ans. Donc dans le cycle précédent, qui a eu entre 2019 et 2022-2023, on a eu la finance décentralisée. Et c'est la première fois, ou une des premières fois qu'on utilisait vraiment la blockchain pour soi. Donc, il y a eu plein de différents acteurs qui ont fait des trucs super cool, comme par exemple Aave, mais maintenant on a des nouveaux Aave ici, d'ailleurs en France. Donc on pouvait par exemple venir avec de l'argent, prêter son argent, recevoir des intérêts, Exactement. faire ce que tu disais, mettre en Des prêts collatéral, lombards et ainsi de des prêts suite. Et lombards. voilà. Il y avait plein d'applications comme ça, financières finalement. Des échanges décentralisés aussi, où tu peux finalement avoir un échange décentralisé où tu gères t'achètes, tu vends ce que tu veux. Donc ça commence à se développer. On a eu beaucoup, maintenant de plus en plus, il y a énormément de produits de finance décentralisée parce que pourquoi? Tout le monde investit dans la crypto. Le business model de ces échanges sont assez classiques, ces transactions, et ça fait quand même pas mal d'argent. Du coup, là avec le nouveau cycle, est-ce qu'il y a d'autres applications? C'est quoi la tendance peut-être des applications aujourd'hui? Les tendances maintenant sont, alors il y a toujours la finance décentralisée, ce qui est clair. Il y a tout ce qui est DePIN. DePIN, c'est tout ce qui est infrastructure décentralisée. Imagine comment faire un Dropbox, mais complètement décentralisé, où plein de personnes partagent leur serveur Un drive, pour un créer cloud. un drive, un cloud, exactement, un cloud décentralisé. Il y en a plein de différentes sociétés qui font là-dessus, ça marche. Mais aussi pour la 5G. Aussi, il y a des sociétés maintenant qui passent du 5G et qui prêtent du 5G un peu de partout. Donc, tu peux avoir complètement un réseau décentralisé sur la blockchain dans lequel tu peux utiliser vraiment sur la 5G. Tu connais peut-être Oura Ring, non? Non. Non, Oui, c'est pour le sommeil. Exact, oui. ouais. Pour analyser ton sommeil. Une bague, comme une montre connectée, mais une bague connectée. Exact. Et du coup, plus tu portes ta bague, plus tu partages tes datas qu'eux, ils peuvent le vendre derrière, plus tu gagnes en fait des tokens. Et ces tokens, des jetons peuvent permettre de faire quelque chose. Au lieu de donner ces données gratuitement à des majors, enfin à des grosses compagnies américaines ou autres, ou chinoises ou j'en sais rien. Ou chinoises ou autres, ouais. Tu donnes ça à la blockchain finalement, enfin à tout le réseau. Ouais. Mais au moins, tu es récompensé par ton 100%. Après, les gens vont toujours vendre ta donnée anonymisée la plupart du temps, mais ils vont toujours servir de la donnée, mais au moins, tu gagnes quelque chose, en fait. Tu n'es plus esclave de ce qu'on est des grands empires, en fait. Là, on n'a pas encore dit, mais les jetons, à quoi ça sert en général? Il y a plein d'utilités qui peuvent être différentes, mais il y en a aussi très souvent qui sont liés à la gouvernance. Donc, tu peux aussi maintenant devenir une personne qui est indirectement propriétaire de cet écosystème-là et avoir une influence assez importante. Comment tu veux donner la direction du produit ou la Comme stratégie. être actionnaire d'une société, tu peux participer aux assemblées générales pour prendre des décisions et voter. Exact. Okay. Très clair. Du coup, sur cette chaîne YouTube, l'idée, c'est faire l'éducation financière. Ouais. Et justement, c'est sur le côté plus investissement. Et tu le sais, mais et tu le disais tout à l'heure, il y a peu de gens qui
qui Pas sont assez. vraiment pas assez, ouais, pas assez qui s'y intéressent. Justement, si on revient sur ça, du coup, quels sont, selon toi, les avantages, les atouts de l'investissement en cryptoactifs? Tu me couperas si c'est trop hardcore. Mais je vais juste dire un truc. Je crois que surtout la société française, on a été élevé à de façon de rentrer vachement dans les règles de ce que Napoléon a fait avec ses grandes écoles, et puis après se choper ton meilleur job, et puis après travailler, travailler dur, 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 et puis épargner, ouais, à 30 ans, faire ton hypothèque, mettre tout ton argent dans l'hypothèque et acheter ton appartement et jamais investir jusqu'à que tu aies fini finalement de payer ton hypothèque. Donc en gros, tu as 50 ans et tu jamais plus ou moins investi. Et c'est un peu ce que tu vois en France finalement. Et je crois que, je me trompe, mais je crois qu'il y a moins de 15 qui investissent dans les actions en France ou 7%, il me semble, des Français investissent en bourse. oh, c'est horrible quoi. Et alors la crypto, c'est, il me semble, 12%. 12, Donc ouais. c'est supérieur. Et tu te dis qu'en fait, ben, le seul truc que tu es en train de faire de génial, c'est que tu aides les banques à vendre leurs produits, leurs hypothèques. Et toi, probablement, en tant que jeune époux de 30 ans ou jeune père, bah, tu ne veux pas prendre de risque entrepreneurial parce que tu dois payer ton hypothèque 1000 balles, 2000 balles par mois. Donc tu arrives à 50 ans et peut-être tu as vendu une fois ton appartement et tu as une hypothèque, mais tu restes fidélisé dans le secteur et tu peux jamais sortir de ça en fait. Et la vraie vérité, c'est que la maison, ça devrait être ton dernier investissement. Et pas sur ton patrimoine, mais tu hypothèques tes cryptos, tu prends un crédit Lombard sur tes actions, et c'est vraiment ça que la plupart des gens qui sont assez fortunés, ils ont fait. C'est que tu investis dans toi-même, dans tes 20-30 ans. À 30 ans, tu prends les plus grands risques financiers, je pense, à faire pour que tu grandisses ta fortune, et tu loues ton appart, tu loues ta maison, peu importe. Et puis, il y a un moment où tu as assez d'actions, tu as assez de crypto. Bah là, tu commences à prendre un prêt un Lombard sur tes actions et tu finis ton hypothèque comme ça. Et au moins, tu as 40 ans, tu as toujours eu ces belles maisons. C'était peut-être pas la tienne au départ, mais tu t'en fous en soi. Et puis, au moins, après, tu n'as plus besoin d'investir en hypothèque et tu as beaucoup plus d'argent. Et je pense que ça, c'est déjà la première chose que moi, personnellement, en tout cas, je recommanderais. La deuxième, c'est moi, j'aime du risque. Et je pense que si sur le court moyen terme, tu as pas de problème de liquidité, tu devrais prendre du risque, surtout quand tu es jeune. Donc, investir dans ce qui marche, historiquement, ne veut pas dire que ça va marcher dans le futur, mais ça peut potentiellement te donner un tout petit peu de bon sens d'où ça va aller le monde. Et si tu regardes le CAC 40 qui a fait ces dernières années 4-5%, non, je crois à peu près, ou le Euronext, Sur les 10 dernières, ça a dû faire bien plus, mais plus, ouais. Ok, historiquement, ça doit tourner autour de 7-8% le CAC ok, ouais. 40 par an. T'as l'S&P qui fait du 10-12%, je crois, si je ne me trompe pas. Et t'as le Nasdaq qui fait du 15-17%. Et je pense pas que le monde va être moins tech. Je dis pas que le VMH, c'est pas une bonne action, hein. Je pense qu'il y a plein de trucs sur le CAC 40 qui sont bien. Mais c'est difficile à croire que le monde va être moins technologiquement avancé et puis il va avoir moins une monopole de toutes ces grandes boîtes. En tout cas, ce que je pense. Donc investir, je pense, à la tech, c'est vraiment maintenant, pour moi, le truc que tu devrais faire si tu veux prendre du risque, et derrière, tu vas avoir un rendement plus important. Et je pense que dans ma façon d'investir, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'investir dans la crypto, c'est vraiment investir dans la tech? Tech plus, 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 où tu as du penny stock qui vont mourir et des trucs qui vont faire des performances juste incroyables. Mais comme tu as dans le Nasdaq, Nvidia, si tu l'avais acheté à 5 ans, ou Tesla il y a 8 ans, bon, bah, tu aurais fait un truc anormal. Ou même Facebook, si tu l'avais acheté à 10 ans, bon, bah, la performance de Facebook, elle est astronomique. Et même Apple sur les 15 dernières années. Donc, tu as quand même dans la tech, les belles boîtes font des trucs astronomiques. La différence avec la crypto, c'est comme je dis, il y a énormément de penny stock qui vont aller à zéro. Et ça, c'est 90% des cryptos qui vont aller à zéro. Ok. Ce qu'il faut dire la vérité. Il y a combien de cryptos aujourd'hui? Il y en a des millions, je crois. On était des centaines de mille, mais avec l'année dernière, avec tous ces shitcoins, comme on dit, les caca coins, bah, n'importe qui peut créer un jeton en l'espace de quelques secondes. Donc, Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant. 90% des cryptos donc, vont tomber à zéro. Donc, les 10% pour toi, c'est probablement les plus grosses d'aujourd'hui, les plus grosses qui vont rester assez grosses pour tenir. non, il y a un changement drastique Ok. qui est ouf. Et c'est Il y a pour un ça que tu es changement, obligé de le ok. faire. Ok. Je vais te revenir. Le corps satellite, tu l'as déjà expliqué dans l'émission ou je le réexplique? On pourrait expliquer, ouais. Donc, c'est très simple. L'investissement, c'est comme dans la vie. Je trouve cette analogie. C'est que tu as tes meilleurs potes ou ta mère famille, et à côté, tu as le satellite. Donc, le corps, en gros, c'est les gens que tu vas toujours rester dans ton portefeuille, tu vas toujours les garder.
Ça peut être des indices, ça peut être des actions, peu importe de ce que tu veux, mais dans ton corps, en général, tu vas pas vraiment sortir de là parce que c'est ce que tu crois le plus. C'est le Donc satellite. ça, c'est les ETF. Et en crypto, ça serait le Bitcoin. Si je peux le Bitcoin, c'est sûr qu'il est dedans pour moi, Ouais. mais ça peut être ce que tu veux finalement. C'est Ok. c'est dans lequel. Alors moi, j'en ai fait, je serais d'accord avec toi, je dirais, bah, ceux qui ont moins de risques devraient être dans ton corps et les satellites, c'est ce qui auraient plus de risques. Les satellites, ben, tu dois quand même le faire parce que comme je disais, les blockchains aujourd'hui, on sait toujours pas du tout, quelle va être la meilleure blockchain. Ethereum, en ce moment, elle a un peu du mal. Solana, ouais, c'est cool en ce moment. Hmm. Et typique, Solana, moi, j'y croyais pas du tout, jusqu'à pour différentes raisons, de l'équipe, avec ce qui se passait avec FTX. Bon, bref, il y avait plusieurs différentes raisons. Mais quand j'ai vu toute mon équipe technologique tu vois, qui codait tous les jours sur Solana et Swissborg, on a énormément apporté à Solana et on a tout fait. Beaucoup de nos échanges qu'on a développés étaient sur Solana. Je me suis dit, bon, ok, je mets dans un satellite. Et petit à petit, j'ai dit, attends, c'est vraiment pas mal. Attends, reteste ce qu'on vient de faire, regarde. Non, on va pas le mettre dans on va remettre un peu plus du satellite et là, de plus en plus de satellite, maintenant, il est dans mon corps. C'est l'un un de mes corps positions parce que, bah, il est passé de j un pote à OK, non, en fait, c'est un de mes meilleurs potes, quoi et du coup, il est rentré dans le corps et je pense que c'est assez sain que ma vision des choses de la crypto, c'est d'avoir ces approches parce que ton corps va peut-être, perdre 50, le satellite va peut-être perdre 95, 95, mais parfois, il va y avoir quelques pépites qui vont faire, bah, que, ton portefeuille va et tu vas faire un Ouais. multiple qui est peut-être hyper important de 10x, 20x, 30x, 50x, ça existe en crypto. Qui 50x, 50 fois ta mise en action, ouais, peut-être sur 10 ans, mais pas en 1 an ou 2, quoi. D'ailleurs, dans le monde de l'investissement en crypto, il y a ce qu'on appelle l'alt season, donc la Ouais. saison censée où les altcoins, Ouais. donc tous les crypto-monnaies hors Bitcoin, est censé mieux performer que le Bitcoin. Ouais, Est-ce que ça existe encore, l'alt season? c'est une Est-ce qu'on superbe n'a pas vu question. finalement le Bitcoin être la majeure crypto que les institutionnels adorent, enfin, investissent de plus en plus? Est-ce que finalement, le Bitcoin, c'est pas juste ça le corps et puis tout le reste est un peu dans le panier des altcoins et avec cette alt season qui arrive jamais? C'est une très, très bonne question et c'est la question qui prend la plus difficile à répondre. Ce qui est clair, c'est que le bitcoin est devenu le standard de toutes les banques. Je veux dire jusqu'à il y a un moment, tout le monde était contre le bitcoin. Les hedge funds, Paul Tudor et compagnie, en 2020, ils ont dit: «Ah, ça commence à être cool», ils ont commencé à mettre un portefeuille, ainsi de suite. Maintenant sur ce cycle, on a vu bref, tous les présidents, que ce soit Trump ou que ce soit Larry Fink et maintenant même Jamie Dimon. Donc il y a le fait que c'est devenu un standard d'or digital et ça, on l'a clair et net prouvé. Les autres, c'est toujours en use case, quoi. Il y a des use cases qui sont magnifiques, les applications commencent à devenir de plus en plus cool, mais c'est clair que il y a un risque qui sont que, bah, c'est des projets comme des startups ou des scale-up, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avec 5 ans d'existence, c'est ultra difficile à dire s'ils vont être là dans ou Ouais, 4 ans, c'est 1 sûr. an, ils vont être là encore dans 1 an, quoi. Puis cette technologie, elle évolue quand même pas mal mais de pas regarder les autres cryptos, c'est comme dire: «Ah, bah, en 2017, Bitcoin, ça sert à rien» et le Bitcoin en 2017, il était à 1 000 balles. Donc tu aurais fait ton 100x et de faire 100 fois ta mise, c'est un changement drastique, par rapport en l'espace de, je sais pas, de 7 ans, c'est un investissement générationnel, quoi, que tu puisses faire. Donc de se dire: «Ah, ben je m'intéresse pas aux autres», bah, c'est juste de se dire: «Bon, bah, je vais pas comprendre Hmm. ce qu'est le futur et je vais pas participer dedans». D'ailleurs, selon toi, un bon portefeuille crypto, il a combien de lignes? Ah, est-ce que tu as une C'est une très bonne référence à question. donner, tu vois? Est-ce qu'un un portefeuille 100% Bitcoin, déjà, c'est un portefeuille intéressant pour toi? Ouais, je pense Ok, complètement, ouais. 100 que du bitcoin et ouais, rien d'autre? ouais. Ou que de crypto, tu parles? Non, 100% Bitcoin. Heu, ouais, je pense que si tu as un risque qui est important, tu vas perdre 50 probablement à un moment dans ta vie. Mais si c'est de l'argent dans lequel tu as pas besoin de liquidité, c'est pas si grave et je pense qu'il y a Ouais, plein ouais, de de toute personnes qui façon, l'ont eu et qui l'ont toujours. Après voilà, chacun a son risque. Mais la diversification, je pense, ça marche bien pour monsieur tout le monde, mais il y a d'autres personnes qui ont pas besoin de ces ouais. diversités. Et du coup, celui qui veut diversifier, est-ce que tu as un ordre de grandeur? Est-ce que ça dépend aussi de ton profil et de ton attrait dans les cryptos pour aller chercher des autres lignes du coup de ton portefeuille?
Tout à l'heure, on parlait du stock picking, tu te rappelles? Et puis, on En a off, ouais. on parlait de nos points différents et je te rejoignais sur le fait que le stock picking, c'est quand même assez difficile à faire et peut-être en moyenne, c'est mieux de prendre des indices. Là où c'est un tout petit peu différent, je trouve, avec la crypto, c'est qu'en général, tu commences à investir dans une crypto parce que tu dis: «Ça va la lune». Et il y a un gars qui t'a dit: «Achète», puis ton pote ou un youtubeur, peu importe. Puis le gars, il va dedans et il commence à voir. Le numéro 2 en général, si tu commences à voir le produit qui est derrière et tu commences à te dire: «Ah putain, mais ce produit, il est quand même quelque chose de différent. Ah ouais, non, c'est pas mal, ah, il y a le jeton en plus qui sert à quelque chose dedans. Ah non, c'est super cool». Et là, tu commences à dire: «Ah, c'est cool». Numéro 3, tu commences à comprendre qui est la communauté qui est derrière ou les personnes dans des et là, il commence à avoir ce côté très tribal, très cultiche, religieux et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là où tu deviens partie de la communauté, tu commences à voter sur comment ça se passe, bah, tu commences à avoir une implication qui est quasiment pas loin du private equity, où tu te sens au sein de ce culte. Ouais, tu es acteur du projet. Exact. Et puis en général, si tu vas continuer plus loin, tu commences à être builder ou ambassadeur selon tes compétences et ainsi de suite. Donc tu peux construire plein de technologies par-dessus, ainsi de suite. C'est incroyable quand même qu'il y ait des projets crypto qui se reposent sur leur communauté pour grandir. Enfin, Ouais. ils se- les- ceux qui montent le projet, ils sont trop contents d'avoir des gens qui travaillent pour eux, entre guillemets. Bah ouais, mais en fait, tu travailles tous ensemble et c'est ça la différence que tu as, tu vois? Moi, le Bitcoin, il y a jamais quelqu'un qui est venu me voir, de la fondation Bitcoin, il dit: «Ah mais Cyrus, vas-y, vends du Bitcoin». Il y a jamais quelqu'un qui est venu d'Ethereum me dire: «Ah mais Cyrus, tu t'aimerais pas lancer ton projet sur Ethereum? Je pourrais t'aider, nin nin». Il y a personne de Solana aujourd'hui qui m'a dit: «Ah mais si tu construis avec nous», alors Solana, on est plus potes, mais on n'a jamais eu de l'argent, on n'a jamais eu de grind. Plein de blockchains dans lesquels on dit: «Non». OK, une technologie qui est exceptionnelle, comme des codeurs finalement. Il y a personne chez Java qui dit, va coder du Java ou sur Python. C'est une technologie incroyable, ça crée des produits et ça crée une économie en fait circulaire et du coup, en fait, c'est comme ça que tu grossis et que tu redonnes du pouvoir en revanche. C'est juste du: «Ah mais travaille pour moi» et derrière Ouais, non, on s'en évidemment. fout. Non, non, c'est Ouais. maintenant la personne devient un partenaire. Du coup, tu as ce côté exponentialité que tu as pas du tout en finance. Finance traditionnelle, c'est, bah, chacun est un peu plus individuel. Alors ça change surtout avec des personnes comme toi qui arrivent à créer ces communautés, mais c'est quand même en général vraiment un but personnel. Et en crypto, c'est comment nous, en tant de communauté, on va grandir et réussir à arriver, à l'indépendance financière en général. C'est vrai que si tu participes au projet de la banque de souscrire un crédit immobilier, à la fin de la journée, tu n'as pas des actions de la banque qui t'ont Non, été. non, non. Puis ouais, et puis il y a pas cette transparence et peut-être ton banquier est super cool, je dis pas le contraire, il y a plein de banquiers qui sont super cool, mais c'est très différent. Je vends un produit et j'ai un client. Là, tu as une personne qui est partie de ta communauté. Donc il se doit travailler, pour toi. C'est bizarre, Ouais. parce que tu fais tout pour. Aujourd'hui, j'ai un caleçon Solana, tu vois? J'ai vraiment, je sais pas si tu vois, tu vois? Je l'ai quoi, tu vois? Alors oui, c'est Swissborg aussi, tu me diras, mais j'ai un caleçon Solana, tu vois ce que je veux dire? Je vis le truc, Tu quoi. vis le truc, Ouais, toi. ouais, Ok, vraiment, ouais. incroyable. Je pensais pas qu'on allait voir ton caleçon, écoute. C'était très intéressant ce que tu disais, donc le core et le satellite portfolio. Moi, c'est quelque chose, c'est un modèle que j'utilise Ouais, pour aussi dire, tu as le core portfolio qui est tes investissements, enfin moi que j'appelle un peu plus sérieux, rationnel, exact, long ouais. terme, Ouais, je suis la d'accord avec bourse, toi. etc. Et les cryptos, justement, est dans le satellite portfolio. 100. La référence que je donne, et j'aimerais bien avoir toi, ton avis là-dessus, mais en général, je dis 5% de son patrimoine en crypto, c'est la référence. Il y en a, tu sais, qui ont 90% en crypto parce qu'ils le vivent. Et Ouais. toi, est-ce que tu donnes une référence dans quel est quel pourcentage à peu près avoir dans son portefeuille, enfin dans son patrimoine même global de crypto-monnaie? C'est une question qui est complètement, impossible à répondre si tu sais pas qui est la personne en face, à quel niveau elle est, où elle veut aller. En fait, ce qui est assez difficile à faire, mais ce que je pense en Suisse, on faisait ultra bien en tout cas, en tout cas, je veux dire la banque, on nous apprenait vraiment bien, c'est de dire: «OK, quel est le mandat du gars qui est en face de toi? Qu'est-ce qu'il a comme but?» Est-ce qu'il veut juste préserver sa fortune ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut changer drastiquement de social class et qu'aujourd'hui il veut, je sais pas, le FIRE movement que tu dois peut-être connaître là, le
Ouais, retire, c'est ça, le mouvement épargner au FIRE, maximum pour devenir indépendant financièrement et passer à la retraite le plus Financial rapide. Independence, Retire Early, Early, voilà. donc indépendance financière et retraite anticipée globalement. Anticiper, exact, ouais. Bah, si tu gagnes 30 000 balles par an, tu arrives à épargner, je sais pas, 10 000 balles et que tu veux, je sais pas, 1 million dans 10 ans, là, il faut mettre 100%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu prennes du risque parce que Ouais, ouais. Mais le risque si... en face aussi, c'est la banqueroute parce que énorme perte sur les cryptos, quoi. Mais c'est difficile de voir la crypto qui n'avait pas marché par la suite. Comme je redis, il y a 3 asset classes ou 3 visions que pour moi, je vois pas que ça peut pas s'enlever. C'est l'AI, la robotique, la crypto et quand même la biopharma. Parce qu'il y a un moment où bah, la pharma, tu as quand même besoin d'être en mode santé, quoi. Donc, pardon, ces 4 topics-là, ça me semble difficile de plus exister par la suite. Mais pour revenir à ton point, c'est tout dépend de comment tu veux épargner et quel est ton but, s'il est sur le court terme, moyen terme et long terme, et où tu veux arriver en fait. En tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir ta vision parce que toi, tu le vis, la crypto. On sent que c'est ta religion aujourd'hui. Ma religion, ouais. Et je pense que tu vas choquer nos auditeurs, tu sais, qui sont. J'ai pas une croix ici, j'ai un Swissborg token dessus, quoi. Voilà, jusqu'au caleçon, jusqu'au collier. Ouais, Et je pense que tu vas choquer certains. Mais voilà, c'est ton ouais, avis et ça n'engage que toi. bien sûr, ouais. Mais c'est intéressant d'avoir ta vision vraiment d'un gars vraiment crypto Ouais. qui vit ça à fond. J'aimerais bien aussi avoir ta vision sur l'horizon de placement, tu vois, de la crypto. Pour toi, c'est un investissement euh, moyen terme, long terme. Comment tu vois ça? Si tu veux faire du market timing, qui est quasiment impossible, tu peux quand même essayer potentiellement de le faire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et l'horizon de temps, bah voilà, si tu as ton corps portefeuille, tu peux regarder sur le long terme, mais satellite, il faut regarder vraiment sur le court terme parce que Donc, les il faut être très satellites, actif dans les satellites. ouais. Donc, il faut s'y connaître finalement. Il faut vraiment être acteur. Il faut être dans l'écosystème. J'ai toujours, ça prend 2 cycles. Un cycle, tu gagnes un peu d'argent, selon où tu es arrivé dans le cycle, parce que tu es arrivé tôt ou tard, bah, ouais, ça peut changer. Le deuxième cycle, c'est là où tu commences à comprendre toi-même qui tu es et un peu ce marché-là qui prend un peu de temps quand même à apprendre. Il faut faire 20 minutes tous les jours, quoi. Et c'est au troisième cycle que tu commences à faire de l'argent vraiment bien. Et Ok. après, Donc, au bout c'est de 8 ans. délire. Si, Ouais, si 12 un ans, cycle ouais. dure Ouais, 4 ans, c'est à ouais, partir de la 8e année que tu vas. ouais, ouais. Ok. Et le meilleur moyen de le faire, bah, c'est de faire, on appelle ça dans notre application de l'auto-invest. Donc, tu gères ton budget, tu investis dans ton corps tous les mois et tu t'en fous en fait. Tu investis sans regarder quoi. DCA, Dollar Cost DCA, Cost Average, Average, ouais. investis de manière régulière une même somme d'argent. Ouais. Et tu Et sors, tu. tu peux Ouais. sortir aussi à un moment quoi. En fait, c'est ça, et ça, c'est le plus facile. Tu peux automatiser l'entrée, automatiser la sortie si tu veux, ou juste garder ton corps comme tu veux. Mais je pense que c'est bien de sortir un peu quand même ce marché parce qu'il corrige tellement sévère que tu vois, c'est dommage quand il corrige de 50% de ne pas avoir d'argent pour acheter quand même et de cumuler ton corps. C'est ça qui, je trouve, qui est un peu dommage. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus tactique que stratégique. Il est stratégique, mais il y a quand même du trading à faire, je pense. Ok. Je trouve qu'on se rejoint pas mal sur, en tout cas, le DCA, investir régulièrement, tous les mois, et sur le core portfolio, tu vois, tu disais plutôt long terme. Donc là, je pense qu'on se rejoint. Pour quelqu'un maintenant qui s'y connaît pas en crypto, tu vois, qui veut débuter vraiment, qui est novice, qui du coup va pas être acteur d'un écosystème, qui va pas aller Ouais. chiner les différentes blockchains, etc. Comment tu vois les choses pour commencer à bien investir en crypto? Très bonne question. On parlait tout à l'heure du stock picking et je vais t'embêter de nouveau là-dessus, excuse-moi. C'est que l'indiciel, on sait que ça marche. Mais l'indiciel en crypto, c'est super compliqué, quoi. Alors nous, on en produit des indices et c'est un peu comme des ETF et dedans. Et je dis pas que c'est des mauvaises gestions à l'intérieur. Ouais, les crypto bundles, Ouais, les c'est ça? bundles, ouais. Et puis Ok. maintenant, il y a même la communauté qui vont les créer, tout ça. Donc il y a plein de trucs qui sont cool. Et je pense pour ceux qui ont vraiment pas envie de s'embêter, c'est clair que c'est le mieux. Pour ceux qui veulent s'embêter, ben, comme c'est un marché qui bouge beaucoup et puis il y a des gars qui peuvent aller, je sais pas, 20 milliards de market cap et de perdre jusqu'à descendre à 10 millions de market cap en l'espace de quelques jours, tu vois, et ben c'est jamais évident, quoi. Ce qu'il faut commencer, c'est que je toujours avec le roi et la reine et comprendre les princes et les princesses potentiellement. Donc dans le paiement,
on sait que le Bitcoin est là. C'est de l'or digital. Et c'est difficile de voir qui va remplacer le paiement en soi aujourd'hui. Tu peux regarder sur du Ripple, tu peux regarder sur d'autres, mais aujourd'hui, c'est quand même super difficile. Donc, du coup, dans le paiement, tu peux regarder juste Bitcoin. Maintenant, tu choisis maintenant qui va être l'Internet de demain. Et c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux voir. Bah, tu as la reine qui est par exemple Ethereum. Tu as Solana qui est derrière. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont vachement en vogue pour différentes raisons. Tu peux aller sur defilama.com, tu peux voir tout le nombre de transactions qu'il y a par blockchain, les nombres d'applications, tout ça, et tu peux voir sur un point de vue fondamental ce que ça vaut ou ça vaut pas. Je dis pas que c'est facile à faire. Et encore une fois, il y a le côté fondamental dans la crypto et il y a le côté mystique qui est basé C'est sur ça. La qui hype, la hype à la fond. Mais, communauté. mais les actions, il y a une partie quand Ouais, même évidemment. sur l'émotionnel. Ce qui est important, c'est à toi quand même de faire un peu, mais si tu prends les top blockchains, est-ce qu'ils vont encore être là demain? Probablement. Est-ce qu'ils vont être les plus performantes? Probablement pas. Ou on ne sait pas du tout. Tout le monde avait dit que Solana allait mourir. Moi. Et je redisais que on a mis un peu dedans. Solana aujourd'hui, la deuxième blockchain qui existe. Donc après, il y en a nouveau. Il y a Sui, il y a ce Hyperliquid que je disais avant. Il y a Avalanche qui est super bien, dans lequel ils développent plein de trucs super cool. Et ils ont tous des prouesses technologiques ou d'écosystèmes qui sont différents pour développer des applications par-dessus. Après, il faut voir les applications. C'est ça, il faut les tester. Il faut un peu aller comme dans une brocante, quoi. C'est un peu l'inverse, que tout est nouveau, mais un peu dans la même chose. Il faut toucher, quoi. Il faut toucher, il faut se renseigner, expérimenter, acheter bidouiller. ce truc Q10, là où... moi, j'ai pas aimé là. C'est quoi Q10, pardon? Bah, c'est cette bague intelligente. Ah, Moi, je ok, trouve qu'elle était d'accord. nulle. C'est pas dire que le projet il va sortir le token et juste que je pense que le projet est bien. Mais moi, la bague, elle m'a pas plu. Bah, du coup, les tokens, je Ok. vais pas en acheter, quoi. Du coup, tu parlais d'un truc moi qui m'intéresse particulièrement, c'est l'indiciel dans les cryptos. Ouais. Donc le fait d'avoir un panier diversifié finalement Ouais. qui se renouvelle ou qui est géré un peu pour toi. Ouais. Donc là, pour un débutant, C'est cool. C'est cool. Comment ça marche? C'est des indices? C'est Qui fait l'indice? Ouais, C'est intéressant. bah, nous, on a créé une base où on a mis toutes les meilleures blockchains et on a fait un peu par transo. C'est un peu cette vision que je vais donner. Donc, tout Donc ce il y a le Bitcoin déjà dedans? Ouais, exact. Ouais. Puis on a mis. Donc, on a un peu fait un corps satellite où c'était Bitcoin et. Qui a choisi? C'est vous? Ouais, Je sais c'est pas. interne, ouais, une équipe d'investissement. Ouais. C'est votre équipe Ouais. d'invest, ok. Bah, basé sur un drawdown et des analyses de risque, ainsi de suite, on s'est vu que c'est quand même bien d'avoir un produit phare où le gars, si jamais. Toi, genre, tous les personnes qui ont un certain âge et qui n'ont pas d'intérêt du tout pour la crypto, qui disent OK, moi je juste mets 5%, Ouais, j'ai un 1%, panier 2%, diversifié. je mets à ma Je mets banque, peu ça. importe, et Ok. j'envoie sur Best of Blockchain. Et en tout cas, ça me fait un truc qui est un peu mieux que le top 10 des cryptos, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc nous, on s'est dit, on va faire sur les blockchains, parce qu'en fait, c'est quand même investir en Internet de demain. On s'est dit Ok. là-dessus. Et après, on a vu, donc sur les applications, on a fait par secteur. Donc tu as le gaming, tu as le finance décentralisée. Ah, t'as un bundle sur le gaming, ça. Ouais, exact. Ouais. Tu as un stock picking qui est fait. Alors, c'était pas une société. Du coup, un crypto picking, quoi. Crypto picking qui était vraiment fait par un spin-off de Swissborg qui s'appelle Xbox. C'est vraiment un gaming guild où ils font que du jeu vidéo, tout ça. Ils jouent à jeux vidéo dans un protocole, ainsi de suite. Donc, Ok. c'est eux qui l'ont designé. Et pour le portefeuille standard là, des Ouais. top blockchain, Ouais. est-ce que ça a bien performé? Est-ce que ça a surperformé le Bitcoin? Comment ça non. s'est passé? Non, il n'a pas surfait le Bitcoin. Bah, l'année dernière, c'était compliqué. Ouais, Bitcoin a explosé tout le monde. Ouais. Mais il a quand même fait mieux que son benchmark. On a pris les top 10 des tokens. Je Ah crois ok, qu'il a fait, vous comparez du coup votre ouais, un sélection des benchmark quand blockchains même, ouais. versus le top 10? Ouais, c'était celui-là, ouais, exact. Parce que beaucoup des top blockchains sont dans les top 10, mais on n'a pas pris que ceux-là, en fait. Et il a quand même fait 135%, donc c'était quand même une performance qui était assez bonne, quoi. Cette année, je ne saurais pas vraiment où on est aujourd'hui, mais voilà, l'idée, c'est en tout cas de trouver sur ces différents protocoles blockchain et après sur les applications, chaque secteur, tu essaies de prendre les meilleurs qui sont dedans. Ouais. Ok, donc voilà, quelqu'un qui veut débuter en crypto, un truc basique, c'est investir 10 € par mois dans du Bitcoin. Mhm. Et s'il veut aller un peu plus loin, investir 10 € par mois dans du Bitcoin, plus 1 euro dans une autre Ouais. crypto, 1 euro par-ci, 1 euro par-ci, ou alors directement 15 €, imaginons, dans Ouais. un bundle ou un indice crypto, finalement, un portefeuille déjà diversifié.
Voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu des risques aussi en crypto. Enfin, c'est vrai qu'on cite un peu la volatilité. Là, tu viens de dire que c'est des montagnes russes, etc. Ouais. Même le Bitcoin, au final, qui a Ouais. connu Ouais, ouais. moins 60, moins 70, moins Ouais. 80% dans des grosses phases de baisse. Ça, c'est un des principaux risques en crypto, finalement. C'est de paniquer, par exemple. Typiquement, voilà, tu investis en Bitcoin, ça fait moins 80%, tu vends à ce moment-là. Bon, là, c'est une énorme perte. Tu as investi 100, tu retires que 20. J'espère qu'on se rejoint aussi sur, finalement, enfin, c'est ce que tu viens de dire un petit peu, hein, c'est évitons les biais cognitifs, évitons Ouais. l'émotionnel et investir passivement en crypto. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres risques majeurs? Le plus gros risque, ouais. Bah, nous, on fait vraiment tout pour faire la gestion de patrimoine, hein. Donc, on fait vraiment tout pour que l'utilisateur gagne. On n'est pas un truc de CFD ou des sociétés qui font du booking contre nos utilisateurs et nous, on fait de l'argent en pariant contre eux. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un truc Est-ce important. que tu peux expliquer ça Ouais. un peu plus précisément, peut-être? La plupart des sociétés de boursières, en fait, elles ne vous vendent pas des actions, elles vendent CFD, des ouais, CFD. Contract for Difference, Et en donc des produits gros, dérivés. ouais, exact, ouais. Et puis en gros, ce qui se passe, ils ont un bee-book et ils regardent les utilisateurs, la plupart qui sont assez mauvais en investissement, et ils vont acheter quand vous vendez, ou eux, ils vont vendre quand vous voulez acheter. Et c'est vous pariez contre leur book. C'est pour ça que tu vois dans toutes les différentes sociétés, ils sont obligés de dire en Astérix, 80% des utilisateurs perdent de l'argent Ouais, parce exactement. qu'en fait, tu joues contre eux. Et eux, ils sont là à te au maximum. Ça, c'est le but des Ouais, CFD. ouais. Dans la D'ailleurs, crypto, c'est un des messages que j'essaie de véhiculer. Produits dérivés, CFD, éviter tous ces brokers, hein. Et en général, c'est ce que tu dis, hein, le bandeau, ouais, enfin, on le voit tout le temps, hein, ouais, c'est 75-80% 80%, de ah nos ouais, clients ah perdent c'est de ouais, l'argent ouais. en investissant en CFD. Et je Mmh. crois que c'est sur un an en plus. Ouais, 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 c'est horrible. Donc du coup, ils ont un churn, donc ils doivent changer d'utilisateur constamment, tout ça. Nous, le but, c'est que tu restes chez nous. Et encore une fois, pourquoi? Parce que Swissborg a été créé par la communauté. On a fait notre levée de tokens à l'époque, notre crowdfunding. Nos actionnaires sont les gens de Swissborg. Tout est basé sur les utilisateurs. On a une vraie communauté. C'est très différent. On n'a pas d'actionnaires externes à qui on dit ah oui, il faut prendre un spread pour gagner plus d'argent parce qu'on n'a pas fait notre quota qu'un VC nous a donné, quoi. On fait ce qu'on veut. Et pour revenir là-dessus, un des trucs, nous, du coup, moi qui me stresse, c'est de voir les gens qui perdent de l'argent. Moi, ça me stresse, réellement. C'est mon plus gros stress. Alors, ou quand on fait pas assez de revenus non plus, parce qu'en en tant que société, je dois quand même on doit payer des salaires, quoi. Mais un des plus gros stress, c'est ça. Donc, il y a une étude qui fait vraiment de la peine, qui arrive assez souvent. C'est toujours la même chose. Tu arrives dans le cycle et tu crois pas, et où tu crois vite fait, et tu mets 1000 balles. Ok? Tu mets 1000 balles, je sais pas, le Bitcoin est à 50 000 balles. Ok? Le Bitcoin, maintenant, à, je sais pas, on va dire 120 000 balles. Le gars, il met maintenant 50 000, 20 000, 10 000 Ok, balles. il investit le Donc, son max prix, au plus haut. et son prix moyen, non, il remet la charge énorme quand il a déjà fait énormément de pourcentage. Ouais, c'est ça. Il Et, investit au plus haut énormément. et du coup, oui, bon, bah, il a fait à 100% 100 000 balles, mais il a perdu 50% sur 10 000. Donc, son prix moyen maintenant de Bitcoin, il n'est plus du tout à 50 000, il passe 60 000, il est plus ou moins à 95 000 balles, parce qu'il a mis 95% de son portefeuille à 100 000, tu vois. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Parce que le marché, c'est un peu comme ton pote abusif. Un de tes meilleurs potes, hein, mais il est abusif. Ça veut dire qu'il va, tu vois, je sais pas, vers 1 h du mat, il va commencer à boire des coups, faire des shots avec toi, qu'il va tirer dans des soirées où il faut se casser. Après 1 h du mat, il y a rien à faire. Tu as rien à gagner la plupart du temps. Tu rentres chez toi et tu dors et tu te réveilles le lendemain matin. Et le lendemain matin, en revanche, quand ton pote, il pleure parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment problématique, ben c'est à ce moment-là qu'il faut le réconforter. Il faut dire non, mais ça va, t'inquiète pas, non, 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 non. Ce qui s'est passé hier soir entre 1 h et 5 h du mat, c'était pas de ta faute, on va retrouver ton téléphone, ta femme, peu importe, tu vois. Et le marché, c'est la même chose. Quand il est, que tout le monde là, ah, to the moon, on va changer l'histoire, nanana, super cycle, ben là, il faut plus investir. C'est trop tard. Ouais. Et en revanche, quand tout le monde, tu vois, le Fear Index, Crypto Fear Index, qui est au plus bas, bah, c'est là où il faut mettre de l'argent. Et personne ne le fait. C'est toujours l'inverse. C'est toujours l'inverse, Toujours hein. l'inverse. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai aussi en bourse, hein. C'est vrai sur tous Complètement. les marchés volatiles, en fait. Ouais, pour tous les marchés qui existent. Mais il faut vraiment pour ça, et c'est pour ça qu'il faut garder de l'argent de côté. Alors, je te propose maintenant quelques questions avec, si possible, des réponses rapides, Ouais. en un mot. Et si tu veux, après, on revient sur quelques-unes de tes réponses. Bon, la première, je sais ce que tu vas dire, je pense. Action en bourse ou crypto? Crypto.
Stablecoin ou altcoin? Altcoin, ETH ou Solana? Ethereum, ETH. Un portefeuille 100% en Bitcoin ou 100% dans des altcoins? Altcoin. La régulation en crypto, mal nécessaire ou frein à l'innovation? C'est top. Mais du coup, attends, frein nécessaire ou... Frein nécessaire, ouais. J'avais dit mal nécessaire ou frein à l'innovation, Pardon. mais mal nécessaire du coup. Mal nécessaire, ouais. Monnaie numérique des banques centrales, pour ou contre? Non, c'est pas bon. La DeFi, vraie révolution? Ouais. Bitcoin à 1 million de dollars, possible? Bien sûr, Bitcoin à 100 millions de dollars. bien sûr. Ok. Ton souhait le plus cher dans l'univers des cryptos? Que l'adoption de masse arrive plus vite qu'on le veuille et que les personnes ne se rendent pas compte qu'ils utilisent la blockchain. ETF crypto, pour ou contre? Pour, ouais. ETF crypto mais pas spot, avec des futurs et des produits dérivés. Pour. Ta plus grande réussite en crypto? Swissborg Token. Ton plus gros échec en crypto? Extra byte. Moins combien? 99%. 99%. Moins 99%. Mais je l'ai pas vendu. Tu l'as encore? Depuis 2017. Qui est Satoshi Nakamoto? Un groupement de personnes qui sont des économistes et des crypto-natifs, ouais. Un mythe sur la crypto que tu voudrais casser? Tout le monde est riche. Tous les investisseurs crypto sont riches? Ouais. Ça, c'est un mythe. Ouais, c'est un super gros mythe. Ouais. Il y en a plein qui ont perdu. La plupart. Ouais. Et puis, pas seulement perdu. C'est pas parce que tu étais en 2015 et que tu as acheté les bitcoins à 100 $ que tu as les mêmes nombres de bitcoins. Et genre, tout le monde vend. Personne ne peut garder un truc qui fait 10, tu vois, 1000% tous les cycles. C'est impossible. Je connais personne qui a gardé autant de bitcoins qu'il en a eu. Ce qui est logique. Parce que juste à un moment, bah, tu évolues, tu grandis, donc tu vas vendre tes bitcoins, tu vas vendre des Ethers, ainsi de suite. Puis c'est super faux de dire tout le monde a vendu all-time high. Ça, c'est un mythe où tout le monde dit ah, mais là, il a eu l'all-time. Non, tu l'as jamais eu l'all-time high. Les cryptos vont-elles remplacer les monnaies traditionnelles? Je pense. La plupart, ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager dans l'univers des cryptos, dans ta vie d'investisseur crypto? Ouais, je dirais, pour moi, les plus belles, c'est les gens de la communauté de Swissborg où la personne commence à investir et puis elle arrive vraiment à suivre le jeu et à changer drastiquement de vie. Ouais, tu en as vu comme ça des... Des pompiers, des policiers, je sais pas, des carreleurs, des électriciens, des gens de sécurité. Et dans le même temps, comme tu disais tout à l'heure, il y en a Ouais, bien sûr. qui ont été ruinés, ça se trouve. Bien sûr. Il y en a ruinés. Je sais pas si les gens ils sont ruinés. En tout cas, ils perdent de l'argent, c'est certain. Mais des personnes qui ont sauvé des vies grâce à ça et ainsi de suite, il y a quand même des gens qui... Parce qu'ils font partie d'une communauté d'investisseurs dans lequel il y a ce côté fédérateur où ils se sentent pas tout seuls. Et le fait d'être pas tout seul, en fait, ça crée une dynamique très différente, en fait. Tu es très content de partager, de grandir avec les autres et aussi d'enseigner, je trouve. Est-ce que tu veux revenir sur ta réponse à monnaie numérique des banques centrales? Ouais, bah écoute, non, c'est pas cool, je pense. À un moment, tu dois pas tout mettre sur la blockchain et puis celles-là, elles seront pas propres, je pense. Après, bah les Américains, ils sont contre. J'ai l'impression que Christine Lagarde est pour. En Europe, ouais. Les stablecoins qui se passent en Europe, c'est ultra bizarre. Ils veulent vraiment que ce soit protégé et ainsi de suite. Et du coup, tous les euros, ils sont en train de passer. Les stablecoins n'arrivent pas à avancer. Le marché doit être un peu plus libre et puis tu vas laisser qui veut faire le truc, quoi. Après, que ce soit Alors oui, pour les taxes, pour l'audit, je dis pas, c'est cool, hein, mais t'as le double tranchant, quoi. Comment tu vois d'ailleurs l'avenir des crypto-monnaies? Comment est-ce que dans 10 ans, où en sera le Bitcoin et les autres cryptos, selon toi? Le Bitcoin sera toujours là. Tous les autres, t'en sais pas. Il n'y a aucune source qui te dirait Ethereum sera là en 10 ans. On sait rien, Solana et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas encore l'Internet, la Web 3. Et les applications, elles sont naissantes, et puis elles changent énormément. Puis il y a ce côté startup, les cycles qui changent, énormément de volatilité, les fondeurs qui ont des exits très rapides. Faut jamais oublier ça, hein. Tu sors un token, au bout d'un an, 2 ans, potentiellement, tu peux exiter ta boîte. Dans le monde du startup, ça te prend 10 ans minimum, quoi. Ou 5 ans si tu rachètes. Donc, tu as plein d'acteurs qui vont évoluer. Le Bitcoin, c'est sûr qu'il va être là, parce qu'on ne touche pas à Abraham. Après, les autres, on peut toucher les autres religions. Ce qui est certain, c'est les applications comme Swissborg aujourd'hui.
les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu traites sur Swissborg, donc quand tu achètes ou tu vends des tokens, nous aujourd'hui, tous les échanges, la plupart des échanges passent sur les échanges décentralisés qui sont sur Solana, qui sont sur Avalanche, qui sont sur plein de différentes blockchains. Et toi, tu cliques et ça passe d'une blockchain à l'autre. Tu te rends pas compte. Non, si tu cliques sur le bouton, tu commences à regarder toutes les transactions, tu dis mais pourquoi tout ça? En fait, c'est pour avoir le meilleur prix, mais aussi pour utiliser la blockchain et pour avoir la compétitivité par rapport au prix, mais aussi d'avoir des tokens les listés avant, pour aider ces projets à grossir et ces blockchains à grossir, du coup devenir partenaire et avoir des subventions, de l'aide ou des meilleurs tuyaux pour les meilleurs projets, ainsi de suite. Donc tu es dans cette économie toujours de partage et d'aider les gens. Et je pense que c'est ces applications-là qui vont le faire. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Je demande à chacun de mes invités un petit peu son petit secret, un petit truc peut-être perso ou son mantra ou en tout cas son meilleur conseil à garder en tête quand il s'agit d'investir, peut-être investir en crypto du coup. Ouais. Avant juste de te poser cette question, est-ce que tu veux nous dire comment toi tu investis ton argent? Donc moi, je regarde sur le truc. Je regarde le prix, le produit, les personnes et l'utilité de chaque crypto. Donc c'est les 5 P que je regarde. Donc déjà quand je te dis comment tu investis ton argent, tu penses que crypto. Ouais. J'aime bien prendre des risques. Alors oui, j'ai des actions aussi, hein, mais c'est vrai que je regarde plus quand même sur le... Ouais, mon corps, et c'est crypto. Après, je suis satellite en action, si tu veux. Ok, à Euh, l'inverse de moi. Parce que c'est vrai que les actions, il y a peut-être un peu moins de volatilité, et puis du coup, bah, tu peux quand même diversifier ton patrimoine, et ainsi de suite. Mais même quand je regarde les actions, c'est quand même assez similaire finalement. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à Tesla, c'est un peu la même approche que j'ai eue quand même. Oui, ouais, évidemment sur certaines. Et en fait, la plupart des actions, je regarde un peu la même chose. Donc, c'est que j'essaie de comprendre le prix, faire un benchmark par rapport au marché. Est-ce que c'est cher ou pas cher? Alors, en crypto, c'est pas toujours facile, comme tu le sais. Après, j'essaie de comprendre le produit derrière. Est-ce qu'il y a un produit qui est valide, dans lequel je l'utilise? Et j'utilise tous les produits dans lesquels je investis, hein. Ensuite, j'essaie de vraiment comprendre les personnes qui sont derrière. Donc, ça, c'est en général l'équipe fondatrice et la communauté qui va derrière. Donc, je vais passer du temps sur Twitter, regarder, ainsi de suite. Après, je vais regarder justement l'utilité du jeton. Et là, j'essaie de vraiment comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une grosse utilité ou pas. Il y a un projet, par exemple, français, j'aime tout. Ah, pas la dernière, c'est le dernier. Je leur ai dit dernièrement, donc ils le sachent, peut-être qu'ils le reconnaîtront. Tout est parfait à part le dernier. J'ai jamais eu ce jeton. Ok. Jamais acheté. Du coup, Cyrus, quel est ton secret d'investisseur? Mon secret d'investisseur, c'est... Il y a 2 choses qu'il faut vraiment comprendre dans l'investissement. C'est soi-même et à définir où tu veux aller avec cet investissement et comprendre où le monde va aller et potentiellement comment toi tu veux écrire le monde de demain. Et je pense que c'est un peu assez important. Alors, tu pourras peut-être pas tout faire juste, mais écrire, pour par exemple la crypto, ce qui est assez magnifique, qu'est-ce que c'est en fait la crypto et la blockchain? C'est juste un cahier de charge où les entrées et les sorties. Et dans le cahier de charge de moi personnellement, tu vas voir tous les tokens que j'ai achetés, ce que j'ai voté, et ainsi de suite, les NFT que j'ai eus, les différents trucs que je suis allé faire de la finance décentralisée. Tu verras en fait mon bouquin en fait. Et ce qui est assez beau de ça, c'est en fait de comprendre en fait à la fin de ta vie ou les vies d'après ou peu importe, tous tes enfants, tes petits-enfants, ils verront en fait la trace de ce que tu as pensé qu'était le futur. Tu aurais peut-être juste sur des trucs, tu aurais peut-être eu faux, mais tu aurais été toutes tes convictions qui est un peu ton livre personnel de l'investissement. Ton historique de tes transactions. Exact, ouais. Et je pense que c'est ça il faut quand même réussir à faire, quoi. Il faut investir dans ce que tu kiffes vraiment, quoi. Je pense un minimum parce que surtout si tu passes le temps et tu as le temps pour passer là-dedans. Si tu as vraiment pas le temps, ouais, touche que les indices, je suis 100% d'accord. Et c'est le meilleur parce que tu ne feras jamais. Mais si tu as envie d'écrire ton futur, c'est assez cool de prendre le risque de faire des beaux et des mauvais investissements finalement. Merci, Cyrus. Merci à toi, c'était vraiment cool.